Salut à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro du Bisport. On est très heureux d'être avec vous pour évoquer toute l'actualité sportive, beaucoup footballistique, on va pas se mentir. Mais on est très heureux d'être avec vous sur les antennes d'LBS FM, la vidéo intégrale de l'émission que vous pouvez retrouver sur YouTube. On est également en podcast sur Spotify et Deezer. Et puis voilà, si vous voulez regarder un petit peu les reels et les extraits d'émissions, ça se passe sur TikTok et Instagram. Et ce soir, je suis accompagné de Yanis. Salut Yanis. Ça va Nas, content d'être là en tout cas, c'est un grand plaisir. Pareil, content d'être avec toi ce soir pour évoquer une grosse actu là. Il y a pas mal de choses à dire. Gros week-end. Exactement, gros week-end. En plus, on se l'est dit, on s'est régalé quand même là pour cette troisième journée de Ligue 1, donc on va en parler. Le programme justement de la Ligue 1, on va évoquer plusieurs clubs. On va commencer l'émission avec l'Olympique de Marseille. On aura Salim qui est avec nous en ligne et qui va évoquer un peu l'actualité du club phocéen. Il s'est passé pas mal de choses entre le mercato, entre la défaite face à Lyon, on va évoquer tout ça avec lui. Ensuite, on aura Kevin de Talk Foot pour évoquer l'Olympique lyonnais. Pareil, victoire face à Marseille ce week-end. Un mercato un peu compliqué. On va voir comment le club va s'en sortir et comment le club va gérer un peu tous les rendez-vous qui arrivent pour eux. On dirait un mot du Paris Saint-Germain qui a eu un mercato assez calme finalement, deux petites recrues seulement, pas mal de ventes, pas mal de départs lors de ce dernier jour de mercato. On évoquera aussi le match face à Toulouse que tu as apprécié Yanis. Ouais. T'as aimé les buts de João Neves. João Neves, il était en pétard. Triplé pour le milieu portugais. Ensuite, on fera un peu le tour de nos autres clubs de Ligue 1. On évoquera aussi les clubs européens. Le Real Madrid, le Bayern Munich, l'Inter Milan. On parlera un peu de ces clubs-là, ce qu'ils ont fait ce week-end, de leur mercato aussi, parce qu'il y a eu du mouvement dans ces clubs-là. Et l'équipe de France, pour terminer cette page football, la liste de Deschamps qui est tombée... c'était jeudi, je crois, si je dis pas de bêtises. Bon, il y a eu quelques modifications via des blessures, mais voilà, on dirait un mot quand même de cette liste parce que c'est pas des matchs amicaux. Là, c'est des matchs qui comptent, c'est les qualifs pour la Coupe du Monde. Donc, on va en parler. Et puis, pour terminer l'émission, le fameux point bagarre de Yanis, du MMA et l'UFC. C'est pareil là samedi, donc un gros rendez-vous pour les Français. C'est un petit France-Brésil qu'on aura avec beaucoup de confrontations entre les deux pays. On espère que les Français seront à la hauteur, surtout à domicile. Comme en 98. Exactement. N'hésitez pas à nous suivre, je l'ai dit, sur nos réseaux. TikTok, Instagram, le Bisport, LEBE Sport. Et puis, on est sur YouTube, LBSFM, sur Facebook, LBSFM également, Spotify, Deezer, LBSFM pour les podcasts. Salim est avec nous ce soir pour évoquer l'actu de l'Olympique de Marseille. C'est notre premier sujet. Salut Salim. Salut Nas, ça va, tu vas bien? Ouais, ça va et toi? Ça va, salut tout le monde. Salut, on est deux aujourd'hui, Salim. Ouais. Ça va quoi, Salim? Tranquille? Je crois qu'il t'entend pas. Ouais, il t'entend pas. Vas-y, je te laisse le saluer, vas-y. J'ai dit ça va quoi, Salim, là, même si le week-end il a été compliqué, ça se rattrape avec le mercato, on va dire. C'est un début de saison qui est quand même assez compliqué, l'Olympique de Marseille. Deux défaites, c'est dur, c'est surtout que, quand tu vises quand même le haut du classement, avoir déjà deux défaites, c'est compliqué. Tu grilles quand même pas mal de jokers d'entrée. Et complètement. On va évoquer tout ça avec toi, Salim. J'avais envie de commencer avec l'actualité la plus chaude, c'est le mercato, parce que ça a beaucoup bougé à la commanderie là. Benatia et Longoria ont dû passer de nombreux coups de fil parce qu'on a eu pas mal d'officialisations. Je te laisse nous faire un petit point, Salim, sur tous les joueurs qui ont rejoint l'OM et aussi peut-être des départs côté Olympique de Marseille. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est un mercato assez bizarre dans le sens où il a été fait en deux phases. C'est-à-dire qu'on a eu une première phase avec pas mal de dossiers qui sont arrivés assez tôt dans le mercato et certains qui ont mis un peu de temps à arriver mais qu'on savait que ça allait se concrétiser, par exemple comme Paixão. Il y a eu Aubameyang qui est arrivé, il y a eu Angel Gomez et Egan Riley qui sont arrivés assez rapidement, Medina. Donc moi, cette phase du mercato-là, j'étais quand même plutôt satisfait. C'était des joueurs ciblés, sur des postes ciblés, etc.
Et après, on a eu une deuxième phase du mercato qui a été quand même conditionnée par pas mal de choses. Et surtout par l'affaire Rabiot. Moi, je pense que ça a joué quand même beaucoup sur ce qu'on a vu en fin de mercato, où on a eu quand même, si on récapitule, on a eu Traoré, on a eu Vermeeren, on a eu Emerson, on a eu Aguerd, on a eu Riley et on a eu Pavard. Et tout ça s'est fait en 3-4 jours. Donc c'était sportif. En fait, là, tu as la moitié de ton mercato, parce que ça représente 6 joueurs sur 12. Donc c'est la moitié de ton mercato qui a été fait sur les 3-4 derniers jours du mercato. Donc ça soulève beaucoup de questions. Est-ce que d'un côté, on sait très bien que l'OM n'a pas un budget illimité, donc forcément, quand tu arrives sur les dernières heures du mercato, tu peux faire certains coups. Donc je pense qu'il y a des coups qui étaient prévus comme Aguerd et Pavard. Je pense que ces joueurs-là, on en avait parlé quand même depuis quelques semaines. Et l'OM était à l'affût pour négocier le bon deal. Donc eux, je pense que ils y ont pensé avant de faire de cette manière-là. Après, pour Emerson aussi, j'étais un peu étonné qu'on ait mis autant de temps à prendre un latéral gauche, parce que Merlin, il est parti depuis un moment, et il est parti sans qu'on le remplace. Et donc, on a fait des matchs sans latéral gauche, en fait. En tout cas, latéral gauche titulaire, parce que Luis Garcia, c'est qu'une roue de secours. Du coup, donc déjà, ce poste-là, pas très bien anticipé. Et après, bien évidemment, on a eu l'affaire Rabiot, qui a conditionné ce qui s'est passé au milieu de terrain. C'est-à-dire que je pense pas que tu prends autant de milieu de terrain. Et c'est là, en fait, moi, le mercato devant, je suis OK. Le mercato derrière, je suis OK. Par contre, le mercato au milieu de terrain, j'ai quand même une petite réserve. J'ai quand même une petite réserve parce que je me dis que d'un côté, tu perds Rabiot et Rongier, qui étaient quand même des piliers de l'équipe l'année dernière, et tu les remplaces par des joueurs. Bon, Angel Gomez, c'est un bon joueur de ballon, mais niveau impact, on a quand même rapidement vu ses limites. On les a vus contre Lyon, on les a vus contre Rennes. Alors rapidement, on a vu ses limites. Et les autres joueurs que tu recrutes Vermeeren et O'Reilly, ce sont quand même malgré tout des paris. Voilà, c'est des prospects qui sont intéressants, ça va jouer à l'étranger, ils ont montré des choses. Mais est-ce qu'ils vont avoir le caractère et la personnalité des mecs comme Rabiot ou comme Rongier dans un nouveau club, dans un nouveau contexte, etc. Tu vas jouer la Ligue des Champions. Donc moi, ma petite crainte, et dans tout ça, t'as pas vraiment un milieu type 6 ratisseur pur de ballon. J'ai l'impression, après Vermeeren, c'est un peu un 6, mais plutôt joueur. Mais Salim... Donc, moi, mon petit bémol là sur ce mercato, devant, je suis satisfait. Parce que devant, tu as Aubameyang, t'as Paixão, mais je pense que j'ai quand même bon espoir. Traoré, j'aime bien ce qu'il a montré aussi. Derrière, quand même, tu te renforces largement avec Medina, Pavard et Aguerd, sans faute. Au niveau recrue défensif, il n'y a rien à dire. Mais au milieu de terrain, attention. Voilà, attention. Ouais, Salim, mais au final, je pense quand même le mercato, je pense que tu seras d'accord avec moi, il est quand même réussi vu que tu te renforces en attaque et en défense. Et au milieu de terrain, tu perds pas forcément beaucoup en qualité. Je pense que c'est juste Gomez, c'est un autre profil. Tu restes quand même satisfait du mercato ou tu restes sur ta fin? En fait, moi, le mercato, si tu veux, globalement, en fait, il y a deux aspects, deux analyses. Si tu prends le mercato sur le papier, là, tu me poses les joueurs, je suis satisfait. Alors, de l'Olympique de Marseille, je pense qu'en termes de qualité d'effectif, ça fait longtemps, très longtemps qu'on n'a pas eu autant de qualité dans l'effectif. Donc ça, sur ce point-là, je vais pas cracher sur eux. Ils ont travaillé. Mais maintenant, c'est la continuité, en fait. C'est qu'en fait, à chaque fois, tous les ans, au final, tu recommences. Parce que là, on termine un mercato avec 12 départs, 12 arrivées et 14 départs, si je ne me trompe pas. Et comme l'année dernière, en fait. Et comme l'année d'avant, et comme tous les ans. Donc, je me dis, est-ce que, à chaque fois, ça veut dire qu'il faut que tu retravailles un système, tu retravailles des automatismes, tu retravailles, des connexions, etc. Est-ce que, par exemple, je vais revenir encore sur cette affaire Rabiot, mais si, par exemple, si tu gardes un Jonathan Rowe, tu gardes un Rabiot, tu gardes un Rongier, il y a 2-3 joueurs, là, qui sont à peu près du même niveau que tu prends pas.
Ben, tu vois, t'as déjà une stabilité et une continuité et pas à devoir à chaque fois recommencer une histoire, en fait. C'est juste ce petit bémol, même si, quand même, t'as gardé quand même pas mal de tauliers, parce que tu gardes le gardien de but, il est encore là. Après Balerdi, son statut, il faudra voir aussi en défense maintenant. Pas sûr qu'il va être titulaire. Mais bon, t'as quand même encore Hubert, t'as quand même encore Greenwood, t'as quand même... voilà, bon, Gouiri, il est arrivé en cours de saison, mais c'est quand même encore, tu dois quand même encore retravailler et surtout que là, tu n'auras pas des semaines pleines. Low battery, please charge. La trêve et tu vas avoir un rythme de 3 jours. Donc tu n'auras pas le temps de travailler des tactiques. Ça, les gens aussi n'en parlent pas trop. Mais l'année dernière, on avait des semaines complètes pour s'entraîner. Là, maintenant, c'est que de la récupération, en fait. À chaque fois, c'est de la récupération, des mises en place, mais ça aussi... Attention par rapport à ça, pour faire un jeu à la 2 Derby, etc., bien huilé, etc. Ouais, mais Salim, Faudra voir. là, ce qui est intéressant, c'est que tu as tous tes postes qui sont doublés désormais. C'est ça qui est intéressant. Et même, je trouve que les doubleurs, ça reste quand même de la qualité. Donc, je pense que sur la durée, ça peut être intéressant, même pour jouer les deux compétitions. Oui, après moi, en fait, moi, c'est la réserve que j'ai, c'est que des fois, il y a le papier et il y a le terrain. Attention. Il y a le papier, il y a le terrain. Le papier, il est propre, il est beau. Tu peux l'accrocher sur un tableau, il n'y a pas de souci. Maintenant, la réalité du terrain, l'acclimatation, les connexions, la cohésion, tout ça, c'est autre chose. Et on a vu beaucoup d'équipes en Europe, en France. Par exemple, je prends l'exemple parfait, je pense que c'est Monaco. En fait, cet effectif de Marseille, il me fait penser à l'AS Monaco. L'AS Monaco, c'est souvent ça. Tu regardes leur effectif, sur le papier, il y a des joueurs à tous les postes, il y a des joueurs interchangeables, il y a beaucoup de trucs, mais parfois, en termes de cohésion et en termes d'équipe, c'est pas toujours, fluide. Donc, maintenant, c'est à De Zerbi, il a les cartes en main, c'est à lui de gérer. Il a le matériel, il a quand même le matos, mais moi, je suis pas en mode, on va faire super mercato, on va tout exploser. J'étais plus dans ce mode-là. Après le match d'Aston Villa, quand on avait recruté 4-5 joueurs, je me suis dit, bon, on se renforce encore un petit peu, mais là, tu chamboules avec ce qui s'est passé avec Rabiot, etc. Tu chamboules encore. Je me dis, bon, attention. En plus, tu as commencé la saison avec 2 défaites. Il y a un petit doute qui plane. Il y a encore du temps pour tout. Pour toi, clairement, ça manque de continuité, on va dire, par rapport aux années précédentes. Voilà. C'est que chaque année, tu pars sur un nouveau projet, tu reprends quelque chose d'autre, que ce soit avec un entraîneur. Bon, là, heureusement qu'il y a le même entraîneur. Mais il y a trop de changements régulièrement, c'est ça que tu reproches. Et du coup, ce qui peut poser problème, c'est que la saison, elle prenne du temps à démarrer avec les connexions, notamment en termes de cohésion d'équipe, en termes de cohésion de jeu également, que ce soit parce que tu as 22 joueurs, pour la plupart, là, qui sont pas, enfin, ils sont pas nouveaux les 22, mais t'as beaucoup d'arrivées, quoi. T'en as 12, tu m'as dit, c'est ça au total? Oui, voilà, c'est ça en fait. Moi, c'est un bon interrogation que je me dis, il y a 2 points d'interrogation. Je me dis, le milieu de terrain, est-ce que ça va pas manquer un petit peu d'impact, de puissance au milieu d'impact? Et après, je me dis, est-ce que tout ce beau monde-là, va réussir à tout simplement à se connecter? Simplement, c'est ça. Hein. Après, bon, ça peut prendre un petit peu de temps. Mais là, le problème, c'est que là, la trêve est finie. Tu fais Lorient, Real, PSG. Si tu prends 2 tas, mentalement, il faut se relever. Voilà. Donc, c'est pour ça que moi, je reste encore sur mes gardes. L'effectif, il est très intéressant. Mais il peut tout se passer. En fait, voilà, c'est ça. Il peut tout se passer. Ça peut très bien marcher, comme ça peut être une catastrophe, comme ça peut être les montagnes russes. Voilà. J'attends. Moi, je pense que d'ici début octobre, déjà, on verra vers quel chemin on ira avec cet Olympique de Marseille. Quel chemin on est en train de prendre. Ouais. Et j'avais une petite remarque par rapport à... Bon, t'en as un peu parlé avec Yanis, mais j'aimerais qu'on approfondisse un petit peu ce cas-là et même cet aspect-là de l'équipe. C'est au niveau de la défense, effectivement, il y a pas mal de recrues à ce niveau-là. Tu les as cités. Votre capitaine de base, c'est Balerdi. Moi, perso, c'est mon avis. Avec tous les joueurs qui sont arrivés cet été, là, Balerdi n'a plus sa place. Et du coup, quid du capitana? En fait, après, capitana ou pas, moi, capitana, on s'en fout du capitana. Quand tu regardes au FC Barcelone, pendant des années, le capitaine, ça a été Sergio Roberto, il jouait jamais.
Ouais. Après, ça a été, je crois, Ter Stegen, il avait perdu sa place. Après, il y a eu Maguire à United. Tu as plein d'exemples d'équipes où le capitaine, il est sur le banc. Donc, à un moment donné, capitaine ou pas, t'es pas au niveau, tu vas sur le banc. C'est tout, hein, ça, le capitaine. Pour moi, ça, c'est un truc plutôt symbolique aujourd'hui. Le vrai leader de vestiaire, qui s'appelle Højbjerg. Balerdi, ça a été une erreur de lui donner le brassard. Mais Salim, jusqu'au bout, mais pour moi, ça a été une erreur monumentale. Salim, pourquoi lui avoir donné le... Excuse-moi de te couper, mais là, je suis d'accord avec toi, tu vois, mais effectivement, t'as commencé à le dire, dans ce cas-là, donne le brassard à Højbjerg, dès le départ. Ouais, mais je pense qu'en fait, tu vois, De Zerbi, c'est un entraîneur, il aime bien... Il est un peu têtu, il aime bien aller au bout de son truc, assumer son truc jusqu'au bout, etc. Et là, il se dit que je pense que s'il lui enlève, il tue un peu, quoi. En gros, il lui donne ta confiance, c'est toi le leader, c'est toi ton truc. Et en gros, vas-y, maintenant, du jour au lendemain, sans raison particulière, juste parce que j'estime que je me suis trompé, ben, je reviens en arrière, tu vois. Je pense qu'il a du mal avec ça. Je pense que... Mais après, peut-être que maintenant, si Balerdi... Et c'est parce qu'à la base, le capitaine, c'était qui? Avant Balerdi, c'était Rongier. C'était Rongier, ouais. Rongier, il a été enlevé du brassard aussi parce qu'il était beaucoup sur le banc. Ouais. Donc peut-être que Balerdi, allant sur le banc assez plutôt régulièrement, ben, va finir par perdre son brassard qui va atterrir, à mon avis, dans les mains sur le bras de Pierre-Emile Højbjerg, je pense. Ouais. Si ça se passe comme ça. Mais en tout cas, si tout le monde est en forme, à son niveau, déjà la concurrence, ça va faire du bien à Balerdi parce qu'en ce moment il fait pas mal d'erreurs quand même. Ah ouais, là, mais le match si contre Lyon, c'est catastrophique. Moi je vois aussi sur le banc. Je vois une défense Medina, Aguerd, Pavard et Murillo. Moi pour moi c'est la défense la plus équilibrée par rapport au niveau des joueurs qui sont là. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et je pense que Balerdi, il fallait le vendre même. Il fallait même pas le... Oui, je suis d'accord avec toi et ça j'en ai discuté avec des supporters marseillais aussi. Quand Balerdi il a fait sa bonne saison, là, il y a 1 an et demi, c'est à ce moment-là qu'il fallait le vendre. Complètement. C'est à ce moment-là qu'il fallait le vendre. Tu aurais pu le vendre peut-être une 30aine de millions. Ouais. Comme Luis Enrique. Voilà, Luis C'est Enrique, ça. ils ont très bien géré. Il a fait sa bonne saison, ils l'ont vendu, basta. Balerdi, il fallait faire la même chose. Ouais, complètement. Pour terminer, Salim, un mot sur la Ligue des Champions. Marseille qui retrouve la compétition 2 ans après. On a vu les adversaires du club. Il y a un match, on va dire, de gala en ouverture face au Real Madrid à Bernabéu. C'est quoi les ambitions du club? Alors, Longoria a dit sur Canal+ que lui, son ambition, c'était de revenir en Ligue des Champions l'année prochaine, même s'il a dit qu'ils étaient ambitieux, tout ça, mais la première chose qu'il a dit, c'était surtout de revenir l'année prochaine. Toi, c'est quoi ton impression par rapport à ce que Marseille pourrait donner en Ligue des Champions avec le tirage au sort qui est tombé la semaine dernière? Pour moi, au vu des équipes qu'on a tirées, j'en ai parlé un peu sur les réseaux sociaux, pour moi, il y a largement la place pour aller au moins au barrage. Tout simplement parce que, bon, si on enlève le Real et Liverpool, allez, on va dire que c'est 0 points. Si tout se passe normalement, après, on ne sait jamais dans le football, mais bon, je ne compte pas dessus. Après, on a une équipe comme l'Atalanta. L'Atalanta, on les a affrontés avec le pire Olympique de Marseille des 5 dernières années. En Europa League, on va les recevoir au Vélodrome. Au Vélodrome, avec l'un des meilleurs Atalanta, pareil, des 5 dernières années, qui a gagné l'Europa League. On a fait match nul au Vélodrome, et franchement, sur le match, on doit gagner. On doit gagner sur ce match-là, je me rappelle très bien. Donc, sur cette équipe-là, sur un match, tu peux la battre à domicile. Le Sporting, pareil, avec Tudor, sur double confrontation, tu as pris 6 points contre eux. Là, ils n'ont plus leur meilleur attaquant, Joe Keres, qui est parti à Arsenal. C'est pas le même Sporting sans lui quand même si c'est une belle équipe. Après, il y a qui? Bruges. Il y a Bruges, il y a l'Union Saint-Gilloise. Il y a 2 clubs belges, ouais. Bruges et l'Union Saint-Gilloise. J'ai oublié dans le lot. Je sais plus quelle autre équipe. Mais en tout cas, voilà. En fait, je pense que t'enlèves le Real et Liverpool. Il y a l'Ajax, Salim. À son destin entre les mains. Et à un moment donné, si tu as le niveau LDC, si tu es censé avoir le niveau LDC et que tu as bien travaillé sur le mercato et que tu es en progression par rapport à l'année dernière, tu dois aller en barrage. Et pour moi, l'objectif, ça doit être les 8e de finale. Voilà, l'objectif de l'Olympique de Marseille, ça doit être les 8e de finale.
Tu fais 8e, tu auras fait ton objectif et après, c'est du bonus, si ça doit aller plus loin ou pas. Mais pour moi, tu dois viser les 8e. Hein. Ouais, je suis assez d'accord. C'était l'Ajax, Salim, le club que tu as oublié. Ouais, c'est l'Ajax. Ben voilà, l'Ajax, pareil, que Marseille avait battu avec Gattuso. C'est vous dire. Ouais. Donc, Ouais. Donc c'est pas insurmontable, quoi, ces équipes. Ah, bien évidemment. Donc, du coup, pour moi, tu dois aller chercher au moins ce barrage, comme les équipes françaises l'ont fait l'année dernière, et essayer d'être au moins 8e de finale. Ouais, je suis d'accord. Je pense que sur les 8 adversaires que vous avez en Ligue des Champions, il y en a 3 où ça va être compliqué. Liverpool, Real et Newcastle. C'est ça, voilà, les Newcastle que j'avais pas cité. Ouais. Newcastle qui... Après, c'est au Vélodrome, hein, c'est jamais. Qui est Hein. intraitable à la maison, mais Newcastle à l'extérieur, Ouais, c'est vrai. c'est pas aussi fort qu'à la maison. Ça reste une grosse équipe, mais tu m'aurais dit, tu vas à Sandens Park, je me dis, ah ouais, là c'est chaud. Ouais. Au Vélodrome, voilà, ça va être un match à se disputer, mais pareil, tu les regardes dans les yeux. Donc voilà, c'est jouable, faut y aller, faut jouer, après faut montrer du caractère, de la personnalité, faut que les joueurs soient au niveau, faut beaucoup de choses, hein, Complètement. Bah, merci Salim en tout cas, comme toujours, hein, très bonnes analyses sur l'OM. On te retrouve bien sûr très régulièrement sur LBSFM pour évoquer l'actualité du club. Et j'en profite pour vous annoncer que Real Madrid-OM, c'est le premier match qu'on va vous commenter sur LBSFM. C'est quoi la date déjà ? C'est le 16. Le 16. La date, c'est le 16 septembre, mardi, du coup, en ouverture de la Ligue des Champions. Exactement, mardi 16 septembre, donc Real Madrid-Marseille, donc un match qu'on va commenter. Et bien évidemment, on te contactera, Salim, pour revenir sur cette rencontre. Merci en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à son compte TikTok, Monsieur Salim, l'homme aux 300 000 abonnés. Je le répéterai toujours. Merci Salim en tout cas pour ta dispo et à très vite. Merci frérot, merci les gars. Merci, ciao. Allez, à bientôt. Ciao. Yes, ciao. T'en penses quoi de ce qu'a dit Salim sur un bon truc, hein, c'est ouais. En fait, au lieu de rester sur la continuité avec des joueurs sur 2, 3, 4 saisons, ouais. c'est que tu fais tout le temps un turnover. Ouais, c'est ça. Des joueurs du C'est même ça. standing. C'est que Ouais. tu passes pas un cap non plus Ouais. avec la classe. Ouais. Là, maintenant, t'as perdu Rabiot, t'as même perdu en standing. Bon, il y a eu une histoire extra-sportive. Ouais. Mais tu as perdu en standing au milieu de terrain. Après, en défense et en attaque, tu t'es renforcé. Mais il a souligné quelque chose d'intéressant. C'est que le temps que ça prenne forme, on va dire tactiquement, qu'il y ait une cohésion qui se crée dans le jeu, et même une cohésion de groupe, ça peut prendre un peu de temps. Donc il va falloir laisser du temps à l'OM de construire tout ça. Et j'ai l'impression que chaque saison, c'est la même chose. On dit les mêmes choses. C'est ça le truc avec Longoria, c'est qu'il n'y a pas de stabilité en termes d'effectifs. Depuis qu'il est là, on a vu, comme vous l'avez très bien dit, beaucoup de mouvements d'arrivée, de départ. Et là, mais j'ai l'impression dans ce mercato-là qu'ils ont envie d'avoir des résultats vraiment tout de suite. Quand tu prends un Haguert, quand tu prends un Pavard, c'est pas sur du long terme. Là, tu mises tout sur cette saison, sachant que c'est des prêts en plus, les deux. Donc là, tu mises vraiment sur cette saison pour performer en Ligue 1 et en Ligue des Champions. Ce sont des joueurs expérimentés. Pavard, qui a quand même gagné la Ligue des Champions avec le Bayern, qui a fait finale il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques mois avec l'Inter en étant titulaire. Donc c'est quand même des recrues assez intéressantes. Toi, tu le comprends, Pavard le choix d'aller à l'OM sur son choix de carrière. Bah, l'Inter, c'était bouché pour lui. Est-ce qu'il avait d'autres offres ? C'est ça aussi. C'est l'offre et la demande. À l'Inter, il avait peut-être pas la confiance du nouveau coach. Et après, derrière, c'est quoi les offres que Pavard a eues ? On a parlé d'un retour à Lille. Mais sportivement, aujourd'hui, c'est quoi le plus intéressant ? Aller à Lille ou à Marseille ? Non, c'est à Marseille, c'est clair. Mais sportivement, quand tu as l'âge de Pavard, moi, personnellement, je trouve que tu arrives à un âge de 28, 29 ans, ou peut-être il a 30 ans, mais il a un âge où il est en pleine possession de ses moyens, et c'est pas un 28, 29 ans où il a commencé le foot à 16 ans, comme Fabregas ou d'autres mecs. Et toi, tu le verrais où, toi ? Je sais pas, mais je trouve ça décevant par rapport à sa carrière. Lui qui a quasiment tout remporté, arrivé à proche de la trentaine, finir à l'OM, bon... et l'OM, respecte l'OM un peu quand même. Il va pas non plus chez le 10e de Ligue 1, tu vois. Bon, ça reste Marseille, c'est le 2e plus grand club français. Historiquement. J'aurais préféré le voir, je sais pas, peut-être à la Juve ou dans un autre club italien qui joue les grands rôles, ou même... Mais à Marseille, aujourd'hui, ils jouent les premiers rôles en Ligue 1 et il y a la Ligue des Champions. Et comme a dit Salim, ils ont un coup à jouer.
Avec l'Inter, tu joues le championnat de la Serie A. Ah, mais s'il joue pas. Ouais, mais il S'il jouait joue l'année pas. dernière en fait. Ouais, mais si le coach il sent qu'il a pas eu la confiance du coach Yanis, Ouais, il va après, pas je sais rester sur le banc. Non, mais pour moi, son agent, il aurait dû faire un meilleur travail. Là, au moins, il sait qu'il va jouer tous les matchs. Et même pour la place pour la Coupe du Monde, au moins, il se donne des chances, tu vois. Ouais, même clair. si il est pas dans les papiers de Deschamps aujourd'hui. Ouais, moi, j'ai du mal avec ce choix de carrière. On a compris, Yanis ne valide pas le Pavard à l'OM. On va passer au deuxième club et on va appeler Kevin tout de suite. On va parler de l'OL. L'OL qui fait un début de saison étonnamment bon. Qui ont serré la ceinture pendant le mercato, mais bon, visiblement. Ouais, exactement. Salut Kevin. Salut. Comment tu vas? Bien et toi? Ouais, ça va nickel. Kevin de Talk Foot, c'est sa première sur le Bisport. On est très heureux de t'avoir, Kevin. On va évoquer ton club de cœur, l'Olympique Lyonnais. Je suis avec Yanis et on va parler d'un peu de l'actualité du club rhodanien. Tout d'abord, Kevin, un mot sur la victoire face à l'OM dans cet Olympico. Victoire 1-0 qui permet à l'OL de faire 9 sur 9 et d'être co-leader avec le Paris Saint-Germain. D'abord, bonsoir à tous et puis merci pour l'invitation. Écoute, sur cette victoire, j'ai envie de dire peut-être ouf de soulagement, mais c'est une victoire qui fait du bien. J'ai envie de dire parce que c'était même totalement un peu inespéré. Hein. Si en début de saison, on m'avait dit l'OL va faire 9 sur 9 sur les 3 premiers matchs, j'aurais regardé la personne, je lui aurais fait passer un test d'alcoolémie. Mais donc non, très très heureux de cette victoire. On prend les 3 points et puis voilà, c'est bien pour le groupe qui est en train de mettre. Yanis. Ouais, salut Kevin, ça va, c'est Yanis. Salut. Je voulais te demander, qu'est-ce que tu penses de l'effectif de l'OL, surtout en termes de profondeur de banc, sachant que Lyon va disputer la Ligue Europa. Est-ce que tu penses qu'à un moment donné, il va falloir faire un sacrifice entre la Ligue 1 et la Ligue Europa, parce que l'effectif est plutôt correct pour jouer peut-être pas les grands rôles en Ligue 1, mais en tout cas faire quelque chose d'intéressant en Ligue 1. Mais quand on regarde un peu la profondeur de banc, ça manque un peu de doublure. Qu'est-ce que tu en penses à ce niveau-là? C'est vrai que la dernière journée de mercato, on attendait impatiemment quand même de faire au minimum un neuf titulaire, voire un ailier droit. Et là, c'est vrai que sans ces deux arrivées, pour moi, ça risque d'être un peu tendu quand même d'être sur les deux compétitions. Après, on sait très bien que de toute façon, l'objectif, n'est pas d'être champion de France et n'est pas de remporter l'Europa League. Mais pouvoir jouer sur les deux tableaux et être un minimum compétitif, je pense qu'on va quand même devoir avoir un peu de chance en termes au niveau des physiques des joueurs, parce qu'honnêtement, quand on regarde le secteur offensif, si Malik Fofana se blesse, les options sont quand même assez minimes. Hein. Ça voudrait dire qu'on ferait jouer Pavel Souc sur le côté. À droite, en ailier droit, Nuama est out jusqu'à décembre, mais même on peut dire au final janvier, le temps qu'ils reviennent pleinement. Ah, quand même. Donc ça va être Karabek qui va être là, qui a été prêté, possiblement acheté, je pense, la saison prochaine, mais il est venu dans un rôle de doublure, pas forcément dans le rôle d'être titulaire. Et puis au niveau du neuf, on a fait Satriano là sur le dernier jour. Pareil, Satriano, il vient à la base en termes de doublure de numéro 9. Il se retrouve au final catapulté titulaire. Et derrière lui, on fait confiance à deux jeunes, à Enzo Molebe du centre de formation et puis à Alejandro Gomez Rodriguez, qu'on a recruté à l'été 2024 à Southampton. Pareil, deux jeunes joueurs qui ont très peu de minutes en Ligue 1 jusqu'à présent.
Donc oui, c'est surtout, j'ai envie de dire, sur le secteur offensif où je me dis, il va pas falloir avoir de blessures et même, je pense qu'il y aura des baisses de régime. Ça risque d'être tendu, mais ouais, ce serait pas incohérent, je pense, jusqu'au mercato hivernal, d'essayer de talonner, de coller aux places européennes et de viser un 16e de finale d'Europa League. Kevin, bon, tu as très bien décrit la situation de l'effectif lyonnais, effectivement, où ça manque un peu de profondeur, notamment au niveau offensif, comme tu l'as très bien dit. Aujourd'hui, les cadres, on les connaît, Tolisso, Niakate, notamment Malik Fofana, qui aujourd'hui, malgré son jeune âge, on peut dire est un des hommes forts et le leader d'attaque de cette équipe de l'Olympique lyonnais. Aujourd'hui, avec le contexte que l'on connaît, c'est quoi les réels objectifs du club ? Est-ce que c'est une qualification européenne, peu importe laquelle, ou on est toujours dans cet objectif de la Ligue des Champions, c'est primordial et vital pour la survie du club. Où est-ce que ça en est au niveau des ambitions de l'Olympique lyonnais cette saison ? Alors, écoute, on va voir. Il y a une conférence de presse demain à 14h30 qui va se tenir avec donc le directeur général de l'OL, Michael Garlinger, accompagné du directeur technique Mathieu Louis-Jean. Donc ils vont faire un bilan sur le mercato et du coup, je pense reparler des objectifs de l'OL, mais si on remonte un peu à, j'ai envie de dire, post-commission d'appel de la DNCG début juillet, l'objectif un peu de l'Olympique lyonnais, c'était de faire mieux que la saison passée, donc viser l'Europe, mais il n'y avait pas non plus d'affichage comme quoi la Ligue des Champions, fallait qu'on y soit impérativement. Alors après, bien sûr qu'économiquement, il faudrait qu'on y soit. Parce que voilà, je vais pas reparler de la situation économique de l'OL qui est assez critique et l'épée de Damoclès qu'on a au-dessus de la tête hors des NCG, parce que je pense que ça, c'est les médias et même la communauté de l'OL a tendance à oublier que quand même on a l'UEFA qui nous a infligé l'UEFA, la première chambre de l'instance de contrôle financier des clubs, qui est sous l'égide de l'UEFA, qui nous a infligé une amende de 12,5 millions d'euros pour non-respect de la stabilité financière, donc le fair play financier, tout début juillet. Et au-delà de ça, c'est-à-dire qu'on peut avoir de leur part une majoration de 37,75 millions d'euros qui peut être échelonnée sur les prochaines saisons. Et on peut payer ces 37,5 si on respecte pas les critères de l'UEFA, et ça c'est un accord qu'on a signé avec eux, c'est-à-dire qu'il faut qu'on partage nos comptes financiers, que ce soit validé par un auditeur, fallait qu'on injecte 60 millions d'euros de liquidité avant le 15 juillet 2025, et si on répondait pas à tous ces objectifs, en plus également de celui qu'on doit avoir une balance positive sur chaque session de transfert, on était dans l'impossibilité d'inscrire des joueurs pour la saison actuelle et pour la saison à venir. Donc bon, ça étant dit, c'est clair qu'une qualification en Ligue des Champions nous ferait le plus grand bien, mais à mon avis, le board a quand même conscience de la réalité sportive induite par cette réalité économique, et je pense qu'on va quand même chercher à minimum se qualifier en Europa League. Et après, c'est vrai que si on peut viser la Ligue des Champions, ce sera du bonus. Mais voilà, ne pas le dire ouvertement, ça me paraît pas fou. Okay. Deux petites dernières questions pour moi. Miko Tadze, il était à la base pressenti pour rester dans le groupe. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai pas forcément bien suivi. Il y a eu une offre qui a été irrefusable parce qu'il avait l'air peiné même sur son départ. Et ma deuxième question, c'est sur Tolisso. Est-ce que tu le vois retrouver l'équipe de France après ses grosses performances, sachant que le milieu de terrain français il n'est pas forcément très fourni?
Alors, sur ta question sur Nico Tadze, en fait, ce qui s'est passé après, c'est le storytelling du club. Est-ce que voilà, ça s'est vraiment déroulé comme ça? Mais je pense qu'ils avaient en tête, au final, de vendre en fait Malik Fofana. C'est un peu, au final, leur communication. C'était, Nico Tadze est intransférable. Il avait d'ailleurs, alors après, je sais plus quel club, mais refusé des offres en début de mercato. Et la volonté du club, c'était de vendre Malik Fofana. Puisque, on avait besoin de toute façon, l'un ou l'autre représentait peu ou prou entre 30 et 40 millions d'euros. Donc, pour équilibrer les comptes, il nous fallait à minimum cette somme-là. Donc, l'un des deux allait partir. Sauf ce qui s'est passé, c'est qu'on, plus le temps avançait, plus Malik Fofana ne partait pas. Et on arrive dans les 2 dernières semaines, et là, en gros, Malik Fofana fait comprendre aux dirigeants que les offres dont qu'il a à sa disposition ne lui conviennent pas d'un point de vue sportif, notamment l'offre qui était, dont les médias parlaient, c'était une offre d'Everton, qui d'un point de vue financier pouvait contenter l'Olympique Lyonnais, mais sportivement, lui, Malik Fofana voulait jouer à minimum une Coupe d'Europe et surtout la Ligue des Champions, ce qui n'est pas le cas d'Everton. Donc, ceci étant dit, le club a respecté la volonté de Malik Fofana de ne pas accepter l'offre, mais du coup, si Malik Fofana part pas, forcément, Nico Tadze, on savait que ça allait être lui qui allait devoir partir. Et du coup, Villarreal est venu, a fait son offre. L'OL l'a accepté. Pour rappel, c'est une offre, si je ne me trompe pas, on est sur 31 millions plus 5 de bonus, avec également, je crois, 10% d'intéressement sur une future plus-value. Donc voilà, une offre qui, à mon sens, Nico Tadze n'est pas mal vendue à l'instant T. Après, je pense que le board lui a fait comprendre que, écoute, on pensait vendre Fofana. Fofana n'est pas parti. Écoute, va falloir que tu penses au club. Et donc, ce serait bien que tu partes. Et voilà, je pense que quand même, le board l'a légèrement poussé. Nico Tadze, il signe dans une équipe qui joue la Ligue des Champions cette saison. Donc pour lui, quand même, difficile à refuser. D'un point de vue salarial, il gagnera plus à Villarreal que son salaire actuel à Lyon. Donc voilà. Mais bon, pour lui, c'était quand même un crève-cœur parce que je pense qu'il se voyait à minima, de toute façon, faire la saison qui arrive à l'Olympique Lyonnais. Donc, il l'a fait pour aider le club. Voilà. Donc bon, ça s'est goupillé comme ça. Ouais. Et après, sur ta seconde question sur Tolisso, est-ce qu'il retrouvera l'équipe de France? Je vais être franc, je pense pas. Ah ouais. Dans le logiciel Didier Deschamps, ça fait longtemps qu'il n'a plus été appelé en équipe de France. Il joue pas la Ligue des Champions. Et en plus de ça, alors ça, on va parler un peu complotisme, mais bon. Il n'est pas marseillais. Que Didier Deschamps, il a un problème avec les Lyonnais. Les joueurs de l'Olympique Lyonnais, ce soit franchement compatible. Je ne sais pas si il a un problème avec l'Olympique Lyonnais, mais bon, bizarrement, il commence à appeler les joueurs une fois qu'ils quittent le club. Ah. Donc bon, voilà, en toute honnêteté, et puis aussi on sait la façon dont fonctionne Didier Deschamps, il a son groupe. Ouais. Et au milieu de terrain, je le vois mal bouger ce qu'il appelle actuellement pour faire de la place à Tolisso. Bon, en tout cas, affaire à suivre, Tolisso, donc, qui, pour l'instant, effectivement, n'est pas dans les petits papiers de Deschamps pour le moment. Après, sait-on jamais, peut-être en fin de saison, il jouera peut-être sa deuxième Coupe du Monde, Corentin Tolisso. Merci, Kevin, en tout cas, pour cette première. Ça a été un vrai plaisir de t'avoir sur LBS FM.
Et puis on te retrouvera prochainement pour évoquer l'actu Ligue 1 et surtout ton club, l'Olympique Lyonnais. Bah écoutez, merci à vous pour l'invitation, bonne continuation et puis bah à une prochaine. Yes, avec grand plaisir. Passe une bonne soirée, Kevin. Ciao. Merci à vous aussi. Salut. C'est vrai que l'Olympique Lyonnais, Yanis, heureusement que là ils ont fait 9 sur 9. Hein, parce que ça risque peut-être d'être un peu plus compliqué pour eux par la suite avec le calendrier, la Coupe d'Europe, le manque d'effectifs. Ouais, faut pas rêver honnêtement pour l'Olympique Lyonnais cette saison. Déjà, s'ils arrivent à accrocher un top 6, top 7, ce sera déjà très bien au vu de leur effectif qui est pas trop fourni, comme il a dit. Sur le plan défensif, à la rigueur, ça va, mais vraiment sur le plan offensif, c'est ça qui va manquer. T'enlèves Malik Fofana, il reste plus personne. Ah, c'est compliqué. Bah, il y a Nuama, mais Nuama, il est encore blessé. Et après, t'as les Tchèques. C'était bien si Mikotadze est resté. C'est pour ça que j'étais. Après, bon, maintenant, tu peux pas cracher sur 30 millions d'euros. Ah, c'est surtout eux, surtout dans la situation actuelle. Même pour un salarié, t'enlèves un salaire de 200 000 euros. Ça mange pas de pain, là, surtout dans la situation. C'est surtout en ce moment. Voilà, ils vont s'accrocher. Moi, je pense qu'il va falloir sacrifier une des compétitions. Donc, je pense que ce sera la Ligue Europa et c'est de se concentrer un maximum sur la Ligue 1. Je pense qu'ils feront pas top 24. Non, enfin, je pense pour le bien de l'Olympique Lyonnais, s'ils veulent faire quelque chose dans Ligue 1, vaut mieux tout mettre sur la Ligue 1 et vraiment mettre de côté la Ligue Europa. Et du coup, se qualifier pour la Ligue des Champions. Ah, mais ouais, non, c'est pas... C'est sur le plan économique, c'est ce qu'il faut. Mais aujourd'hui, il y a une réalité que l'effectif, il est pas prêt. Et même demain, tu vas en Champions League, tu arrives à t'accrocher à la Champions League. C'est financier. C'est financier. Ça va faire du bien. Mais est-ce que même avec ça, je pense que ça va combler les carences financières, mais ils pourront pas se développer pour viser quelque chose derrière, tu vois. Après, c'est mon avis. Je pense même qu'il faut mettre de côté la Coupe de France. Non. Là, tu veux quoi? Que Lyon, il fasse ventre mou, quoi? Non, au contraire, si justement il se qualifie pas en Coupe d'Europe, économiquement ça va tuer le club. Et là ils vont encore moins se développer. Non, j'ai dit il vaut même boycotter la Coupe de France. Ah, boycotter la Coupe de France. Ah, ok. Ouais, tout ce qu'il faut sur la Ligue 1. Faire quelque chose d'intéressant. Parce qu'en Ligue 1, là, bon, peut-être qu'avec. En fait, j'ai l'impression que ce qui s'est passé, ça a créé de la solidarité avec les joueurs. Quand j'écoute Niakate, comment il s'exprime, etc. Je me dis peut-être, en plus tu auras beaucoup de jeunes et tu as 3-4 genres d'expérience un peu pour encadrer tout ça avec Niakate, Maitland-Niles, Tolisso, ces gars-là, donc affaire à suivre en tout cas, mais ça risque d'être compliqué pour Lyon cette saison, même si voilà, ils ont très bien commencé et voilà, c'est des victoires peut-être ric-rac, mais ils vont les chercher au mental et... Ah, mais ils ont dominé contre Marseille, après 11 contre 10, ils ont fait un match plein contre Metz, bon, ça reste Metz, mais ils ont battu Lens, qui n'est pas une petite équipe, ils ont battu Lens avec un but de Mikotadze lors de la première journée. On va passer au Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain donc, qui s'est imposé face à Toulouse 6-3. Bon, déjà un mot sur ce match de fou et un João Neves de gala, Yanis. Hein. Il nous a régalé, hein, le Portugais. Ouais, ce qui est impressionnant déjà, c'est de voir João Neves mettre un triplé, c'est impressionnant. Mais il faut regarder les 3 buts qu'il met. Il y a 2 bicyclettes. Il y a 2 bicyclettes, une frappe de loin. En fait, chaque but, c'est des masterclass. Là, il est impressionnant. João Neves, il montre que voilà, sur le plan offensif, il peut se projeter, il peut faire des choses intéressantes. Il nous l'avait déjà montré l'année dernière. Mais parfois, on l'a un peu trop, je trouve, cantonné à un joueur à caractère défensif. Oui. Alors que pas du tout. J'ai même entendu Walid Acharchour le comparer à N'Golo Kanté à un moment. Mais c'est quelqu'un qui se projette, c'est quelqu'un qui a une vraie qualité technique. Et il confirme les attentes qu'on avait lui. Et même, il nous donne beaucoup plus que... Ouais. Là, il a vraiment passé un cap. Là, le match face à Toulouse, il a montré, comme tu l'as dit, ses compétences offensives en se projetant, en marquant de loin, en montrant toute sa palette technique. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui tombent plus dans ce match? Bon, Barcola a marqué son but. Classique. Moi, c'est juste un truc qui m'a Dembélé doublé sur penalty. 3 buts face à Toulouse. Beraldo, quand il se fait déborder comme ça aussi facilement, je me dis, bon... Tu gagnes pas des points pour sa part, sachant qu'il y a une grosse concurrence en défense. Beraldo, c'est un jeune joueur qu'on a donné la chance il y a deux saisons de ça, où il avait une place quand même assez importante. Il était titulaire face au Barça, notamment en Ligue des Champions. Et je trouve que ça manque un peu de... Parce que là, il est en 4 dans la hiérarchie des centraux. Et il y a beaucoup de concurrence, donc s'il y a un point négatif, je dirais Beraldo, j'attends un peu plus de lui. Après, voilà, le Paris Saint-Germain, sur le jeu, Fabien Ruiz... c'est magnifique, la qualité technique, son pied gauche, il continue à nous donner du plaisir. Non, le Paris Saint-Germain, ils sont très très bien. Dembélé,
L'état d'esprit, il n'y a rien à dire. Quand Ron Neves, il lui chipe la balle pour mettre la bicyclette, on le voit directement, on le voit sourire jusqu'aux oreilles. Donc, non, c'est top. L'état d'esprit, il est toujours au rendez-vous. Après, il y a le mercato. On en avait discuté il y a 2 semaines. Est-ce que le PSG doit se renforcer sur le plan offensif, sur le plan défensivement? Bon, on est tous d'accord. Peut-être rajouter une doublure, mais je pense que pour lui, la doublure d'Hakimi, c'est Zaïre Emery. Ouais. Mais au milieu de terrain, finalement, il n'y a pas eu de recrutement ni en attaque. Est-ce que toi, tu penses que ça peut poser problème? Alors, on a eu une discussion là-dessus. Moi, je pense qu'au milieu de terrain, ça aurait été bien d'avoir un milieu de terrain supplémentaire, histoire de challenger les trois qui sont actuellement en place. Sachant que Zaïre Emery, j'ai l'impression que là, il a vraiment perdu beaucoup de terrain. Alors, le foot, ça va vite. Hein. Il peut retrouver son niveau. Faut pas oublier, Zaïre Emery, il a que 19 ans. On parle, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il est là depuis longtemps, ce qui est vrai, mais il n'a que 19 ans, Zaïre Emery. Mais c'est vrai qu'il a un train de retard sur João Neves, il a un train de retard sur Vitinha, il a un train de retard sur Fabien Ruiz. Donc ça aurait été bien d'avoir peut-être un milieu de terrain pour concurrencer tout ça. Je pense qu'en défense centrale, on a ce qu'il faut. On a Marquinhos, Pacho, Beraldo, Zabarni. Je pense que tu n'as pas besoin d'un défenseur central en plus. C'est effectivement au poste de latéral que il aurait fallu peut-être trouver des doublures à Mendes et à Hakimi. Et en attaque, j'étais plutôt d'accord avec toi. Je pense que t'as pas besoin de rajouter quelqu'un. T'as ce qu'il faut aussi en attaque, ça tourne bien. Gvara était un peu hors de forme. C'est pour ça qu'on l'a pas beaucoup vu là depuis le début de saison. Mais ça devrait tourner en attaque. Sachant que on a parlé de Ligue des Champions avec l'OM. Ouais. Apparaît un calendrier de fou. Il y a aucun petit match. C'est 8 matchs de haut niveau. T'as du Bayern, t'as du Barça, t'as du Tottenham, t'as du Bilbao, t'as du est-ce qu'il y a Newcastle ou pas dedans? Faut que je regarde. Non, Newcastle, ils sont avec Marseille. C'est très très costaud, donc il va falloir. Je crois que t'as du Leverkusen. En fait, tous les joueurs seront impliqués. Hein. Mais comme je l'avais dit il y a 2 semaines, les joueurs ils sont permutables. Tu vois, quand Glili peut descendre au milieu de terrain, t'as beaucoup de choses qui peuvent se passer. Et puis on a vu l'année dernière, Luis Enrique il n'a pas hésité à faire des modifications sur le mercato hivernal. Ouais. Donc faut pas oublier qu'il y a le mercato. Qui est à Newcastle. Ah, autant pour moi. Ouais, au parc. Ouais. Autant pour moi. Ouais. Luis Enrique il n'a pas hésité à faire des changements au mercato hivernal qui ont porté ses fruits. Donc peut-être au niveau du latéral droit, si Hakimi s'attire un peu, peut-être qu'il y aura des changements. Mais après en attaque et au milieu de terrain, en attaque, bon, d'accord. Après au milieu de terrain, c'est vrai que tu m'avais un peu convaincu. Ça peut être intéressant d'avoir un autre joueur en plus, un autre backup, parce que Maïlou, il reste jeune. Donc affaire à suivre au Paris Saint-Germain, mais tout se passe pour le mieux pour l'instant. Et on a misé sur la stabilité avec un mercato plutôt calme. Exactement. 2 joueurs seulement arrivés, donc Chevalier pour remplacer Donnarumma et Zabarni du coup pour apporter de la concurrence en défense centrale, et notamment à Marquinhos qui est plus sur la fin que sur le début, même si il n'a que 31 ans Marquinhos, hein, il n'en a pas 40 non plus. Jeune, mais il a commencé très jeune effectivement au Paris Saint-Germain. On mise sur la stabilité, tu l'as dit. Il y a eu pas mal de départs. Là je pense qu'au niveau des départs, Paris a su gérer, en tout cas a su vendre. Pas tant que ça en vrai. Ils ont vendu Asensio. Ils ont réussi à s'en débarrasser, mais Kolo Muani par exemple il part en prêt. Alors oui, parce que je pense qu'ils ont trop d'argent conséquent, tu vois. T'as pas de grosses ventes. T'as pas de grosses ventes. En fait. Ouais. Paris a toujours eu du mal à vendre. T'as pas de grosses ventes. C'est dommage. Mais Paris historiquement n'a jamais fait de grosses ventes. Hein. Après ils ont quand même vendu à la plus grosse vente de l'histoire du club, c'est Neymar. 90 millions à Lille. Mais c'est vrai que Mbappé est parti libre. T'as jamais su, entre guillemets... Asensio, il est parti pour... c'est un prêt... Non, c'est un transfert sec à Fenerbahçe. À combien 7-8 millions. 7-8 millions. Bah, il est arrivé libre. Ouais, il est arrivé libre. Bon, tu fais peut-être une plus-value. Skriniar aussi, il est à Fenerbahçe. Je crois transfert définitif, si je dis pas de bêtises. Skriniar, si t'avais... Quand il vient à l'Inter, en vrai, c'est un vrai bon coup, tu vois. Oui. C'est dommage après, derrière, il a perdu son niveau. Il a perdu sa place, mais je veux dire, malheureusement, ça arrive trop souvent, ça, je trouve, tu vois. Les mecs, ils viennent, pareil, Ekitike, quand il part, ils le vendent bien. Ils le vendent bien. Ils le vendent d'une 30aine de millions à Francfort. Et si je dis pas de bêtises, peut-être même qu'ils ont peut-être une plus-value. Enfin, ils ont pris un pourcentage sur la vente à Liverpool. Mais je veux dire, c'est dommage. Moi, c'est surtout Kolo Muani parce que tu as investi 100 millions d'euros sur lui. Derrière, tu les récupéreras jamais. Il fait un prêt. Non, mais au moins l'amortir, tu vois. Derrière, il fait un prêt convaincant à la Juve et tu le reprêtes à la Juve sans option d'achat. Non, il va pas. Non, il est à Tottenham là.
Colomboigny. Ouais, il est à Tottenham. Mais il y a une semaine, il devait Non, signer. il est à Tottenham. Il a signé à Tottenham. Il est en prêt sec à Tottenham, Et donc c'est sans officiel option d'achat. Oui, c'est officiel. Depuis combien de temps? Hier. Mais ça va trop vite. Ouais, Il c'est devait aller hier. à la Juve. Oui, bah ça a traîné avec la Juve. Parce que de base, ils étaient d'accord avec la Juve pour un prêt avec option d'achat obligatoire à Ok. 50 millions d'euros. Mais la Juve a tergiversé et a finalement signé Loïs Openda. Ok, bah je trouve Voilà. ça dommage. Du coup, là, il n'y a pas de prêt avec option d'achat. C'est un prêt, Non, c'est un prêt sec. Donc il reviendra forcément à Paris et il lui restera 2 ans de contrat. C'est compliqué. Ouais. C'est des erreurs que j'espère qu'ils ne reproduiront plus. Ouais. Pareil, parce que c'est des pertes économiques, tu vois. Bon, ils ont Ouais. l'argent pareil, Ouais. mais que ce soit. Tu peux me dire Asensio, il a eu, il me semble de mémoire, il a eu une belle prime à la signature. Plus il a eu un salaire conséquent, c'est une perte économique. Au moins, tu te débarrasses de Skriniar, son salaire. Ouais, tu te débarrasses de son salaire, mais je veux dire, économiquement, t'es en perte. Mais bon, c'était des recrutements qu'ils ont réalisés, je crois, avant que Luis Enrique arrive, où il était pas Ouais, forcément... ils sont arrivés en même temps que Luis Enrique. Ouais, dans le En même tout cas, pour plateau. Skriniar et Colomani. Après, c'est peut-être pas Luis Enrique qui a ciblé ces joueurs-là. Ce genre-là. Il y a eu la vente de Carlos Soler à la Real Sociedad. Et Renato Sanchez, est-ce que Renato Sanchez, je crois qu'il est parti. Alors, il est parti, ça c'est sûr. Il est Il parti. faudrait que je retrouve le club. Renato Sanchez, il était au Benfica l'année dernière. Et là, il est au Panathinaikos. Ok. C'est un prêt. Ouais, donc les mecs, ils vont revenir, quoi. Ils vont revenir. C'est un prêt. Skriniar, tu m'as dit c'est un transfert sec, par contre. Skriniar, je regarde ça. Parce que ouais, c'est bien de cumuler les prêts, mais les mecs vont revenir et finalement ils vont user tout leur contrat. Comme on a fait un peu par le passé, que ce soit avec Ressé, avec Draxler, avec tous ces mecs-là. Au final, voilà, ils sont limite allés au bout de leur contrat et ils ont bien pris Ouais, c'est un transfert sec aussi, pareil. Ça fait du bien, ça. C'est officiellement engagé 10 millions d'euros, Skriniar. Mais j'espère que maintenant le PSG fera plus attention à ce genre de choses, tu vois. Ouais. Parce que ouais. Ouais, effectivement, c'est vrai qu'au niveau des ventes, ça n'a jamais été top. Après, voilà, au moins ils se sont, entre guillemets, séparés des joueurs dont ils n'avaient plus besoin. Ouais, Voilà. ça c'est mérité. C'est vraiment, t'as pas de loft, quoi. T'as pas de mec qui reste là sans jouer. T'as vraiment l'effectif de Luis Enrique actuellement. Donc ça, c'est plutôt bien. On va faire un petit tour là des autres clubs de Ligue 1 rapidement, Yanis. Avoir ton avis sur nos autres clubs de notre bonne vieille Ligue 1. J'aime bien dire bonne vieille Ligue 1 parce que c'est avec beaucoup d'affection que je dis bonne vieille Ligue 1. Ouais, je sais que Moi j'aime beaucoup. particulièrement la Ligue Moi 1. j'aime beaucoup le championnat de France. Voilà. Non mais tu sais, je vais te dire un truc. Tu sais, moi quand j'ai le choix entre plusieurs matchs, Ouais. je privilégie toujours le match de Ligue 1. Toujours. Ok. À part si c'est un Real Barça ou Ouais, je vois truc, ce que mais tu veux dire. si par exemple tu me demandes s'il y a Rennes-Nantes ou Chelsea-Bournemouth, je vais regarder Tu vas regarder Rennes-Nantes. la Ligue 1, ouais. Je vais regarder Rennes-Nantes. Ça m'intéresse plus. Voilà. C'est en Après, tant quand que. tu vois, ouais, oui. Ouais, je Tu vois vois, ce que tu c'est veux en dire. tant que vrai supporter du championnat de Tu France. soutiens vraiment. Tu fais plaisir De au Taverneau club, là. et. Non, mais tu fais plaisir à. Tu... Plus c'est pas cher, c'est 10 Ouais, balles. tu Franchement, payes, c'est 10 balles. L'année dernière, c'était abusé les prix. Là, cette année, je trouve Ouais. que. Non, ça, Je trouve quand même qu'ils ont fait un là, effort. La Ligue 1, je trouve que. Voilà, on en parlait sur ce week-end-là, il y a eu beaucoup de spectacles. Hein. Il y a eu beaucoup de spectacles, il y a beaucoup de buts, c'est intéressant. Il y a Ouais. des équipes qui sont compétitives. T'auras un bon duel européen. Bon, on sait que le Paris Saint-Germain va faire la différence. Mais maintenant, sur la place de Deux et deuxième, de trois. troisième et de quatrième, moi, j'ai aucune visibilité. Aujourd'hui, tu vois, et même sur les autres places. Bah, t'as Marseille et Monaco quand même Marseille, qui sont Monaco, un peu. Mais je veux dire, je pense À qu'il y aura, Rennes, il y aura attention, une belle hein. bataille. Il y aura une belle bataille entre plusieurs clubs. Et c'est ça qui est intéressant. Et même sur les places d'en dessous, quand tu vois Strasbourg, ce qu'ils proposent, même. Ils ont acheté 16 joueurs Strasbourg là. Ah, ils ont. Ils ont pris Chilwell. Ben Chilwell a Chilwell signé à Strasbourg. à Strasbourg, ouais. C'est un bon coup. Après, bon, il était plus trop désiré. Mais. Ouais. Mais bon, ça reste quand même un. Et même quand tu vois le match face à Monaco du week-end dernier, il y a de la qualité dans les deux équipes. Ouais. Il y a de la qualité. Juste, j'ai un peu de doute sur Monaco. Est-ce qu'ils vont réussir à performer? Ils ont perdu Ben Seguir là sur. Je veux dire, Ils est-ce qu'ils jouaient vont plus. Hein? Ils jouaient plus. Ouais, mais je veux dire, est-ce qu'ils vont réussir à performer, tu penses, sur. Bon, moi j'aime bien Biret en attaque. Ouais, pas mal Biret. Akliouche finalement, Balogun, ça fonctionne bien. il est resté. Balogun, il commence petit à petit à retrouver un niveau intéressant qu'on l'avait vu à Reims.
Après, tu as Denis Zakaria au milieu de terrain. Pour moi, c'est l'un des meilleurs milieux de terrain de Ligue 1. Avec Lamine Camara, c'est très solide. Heureusement qu'il n'est pas parti d'ailleurs. Denis Zakaria, il était en Arabie Saoudite. Ouais, exactement. Ça aurait fait très très mal à Monaco. Je pense que ça aurait été difficile de le remplacer. Et après, tu as pris Radecki, le gardien de Leverkusen, au goal. Bon, ils ont toujours un problème de gardien. Ça fait des années qu'ils ont un problème de gardien. T'as perdu Singo en défense. Ça, par contre, c'est une perte quand même assez importante. Après, t'as Mawissa, le jeune Mawissa. Ça reste jeune. T'as Eric Dyer. T'as gardé une certaine stabilité, mais je trouve que leur mercato, il est pas forcément. Oui, je vois ce que tu veux dire. D'un prétendant, enfin, de quelqu'un qui va jouer à la Champions League. Quand tu vois, ils ont fait Dyer. Bon, Dyer, il est. Ouais, il était au Bayern. Oui, mais il était en rotation au Bayern, il est en fin de carrière. Il a 29 ans. Non, il a 30. Non, il a plus. Non, il a 30. Non, il a plus. Non, il a 30. 33, non, il a 30. Ça fait trop longtemps il est dans le circuit, ce gars-là. Non, attends, je vais regarder tout de suite. Ça doit être un 93. Moi, je pense que c'est un 80. Ah ouais, 31 ans. Ah bon, c'était pas loin. 15 janvier 94. Bon, ça va. Ouais, il est encore jeune, autant pour moi. Mais je veux dire, quand tu fais Eric Dyer, tu fais Ansu Fati. C'est des paris. Ansu Fati, c'est un pari. C'est le moment de faire un pari. Tu fais Pogba. Pogba, c'est vraiment un pari. Ah, c'est un vrai pari. Moi, Monaco, ça. Déçu un peu. Déçu. T'aurais voulu qu'ils prennent des joueurs un peu plus solides, on va dire. En fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de progression entre l'année dernière et cette année. Cette saison. On stabilise, c'est intéressant de stabiliser, mais il n'y a pas tellement de plus-value. Moi, je trouve que Pogba, c'est pas une plus-value. Parce que moi, je suis un fan de Pogba, mais je ne crois pas du tout en sa renaissance à Monaco. Il faudra attendre octobre, là. Bon, il reste un mois de réathlétisation. Et même en octobre, qu'est-ce que t'en fais? Tu vas le faire rentrer quoi? Pendant combien de temps il va rentrer 15 minutes? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est... Enfin, bon, c'est ça. Sera plus opérationnel peut-être. Que... je pense qu'ils n'ont pas grand-chose à perdre, Monaco, financièrement. Oui. Bon, parce qu'il n'y a pas eu d'indemnité de transfert. Et puis, je pense qu'au niveau salarial, Pogba... 200 000. Ok, mais je pense qu'il a dû lui aussi faire un effort par rapport à ce qu'il gagnait à la Juve et à Manchester. Il n'avait pas le choix, parce que ça faisait 2 ans qu'il ne jouait pas. Mais je vois ce que tu veux dire sur le fait qu'il ne se soit pas renforcé en tant que tel, mais au moins ils se sont stabilisés. Après, moi j'ai hâte de les voir en Ligue des Champions. J'ai hâte de voir Akliouche sur une saison complète. Parce que l'année dernière, il avait bien commencé, puis il a eu un contre-coup en deuxième partie de saison. Là, on va vraiment l'attendre sur la continuité, sachant que là, il est dans le groupe de l'équipe de France, donc lui aussi, il a une place à aller chercher pour la Coupe du Monde. Donc, ça va être intéressant de voir Monaco, je pense. Pour moi, qui reste quand même favori pour la place de 2 ou de 3, avec Marseille. Pour moi, je les mets quand même devant, mais attention à Rennes. Rennes qui a pris Mbolo, justement, joueur de Monaco. T'en penses quoi de Rennes, là? Ils ont pris aussi Le Paul. Esteban Le Paul, ils ont pris Brel Mbolo, ils ont des Seko Fofana, ils ont pris Rongier, Quentin Merlin, t'as des bons jeunes, t'as Jacquet, le jeune Jacquet qui est plutôt pas mal, t'as un Brice Samba qui est quand même gardien numéro 3 de l'équipe de France, t'as une bonne équipe, t'as Ludo Blas qui... Il a du ballon, on sait que voilà, c'est quand même un bon joueur de foot. En vrai, Rennes, ils ont un super effectif. Ils ont investi beaucoup d'argent ces derniers mercatos, depuis le mercato d'hiver, là. Et même en termes de communication, quand tu prends Habib Beye, voilà, tu prends... Enfin, c'est quelqu'un sur qui on a confiance, Habib Beye, ce qu'il a prouvé par le passé, soit avec le Red Star. Donc ils ont investi des choses intéressantes, ils proposent des choses intéressantes, mais pour l'instant, c'est un peu irrégulier ce qu'on voit. Il y a beaucoup d'argent. Je pense qu'il faut laisser un peu le temps que ça prenne la sauce, que tous les joueurs prennent un peu leur marque dans l'effectif. Mais c'est une équipe à surveiller. T'es obligé de faire européen quand t'es Rennes avec l'argent que t'as investi. Ah oui, là t'as pas le choix. T'as une grosse pression. Minimum Europa League. Mais pour l'instant, ce qu'ils proposent sur le terrain, c'est pas. Sur le terrain, c'est compliqué. C'est compliqué là ce week-end. Ils ont joué contre Angers, ils ont fait un partout. Un partout contre Angers qui est promu. Non, ils étaient là l'année dernière. Attends pour moi. Mais c'est une équipe. Non, mais pour rejoindre ce que tu dis, c'est une équipe qui joue le maintien. Ouais, c'est une équipe qui joue le maintien Donc c'est Rennes a beaucoup à jouer cette saison. Donc on va suivre ça. Ouais, Rennes très dépensier. On a parlé de Lille il y a 2 semaines. Lille aussi, ça va être une équipe à surveiller qui fait un bon début de championnat. Et pourtant, qui a battu Monaco, qui a mis une trempe à Lorient. Pour moi, il a perdu en qualité. T'as perdu Bafodé Diakité, t'as perdu Chevalier. T'as perdu Zegrova aussi. T'as perdu Zegrova qui est parti à la Juve. T'as perdu Joe David.
C'est ça qui est dommage t'as sur perdu. la Ligue 1, c'est que, en vrai, bon, la Ligue 1, bon, là, c'est intéressant, mais t'as beaucoup d'équipes qui ont perdu en qualité. Et c'est toujours. Malheureusement, c'est le jeu. Hein. Ouais, c'est le jeu. Malheureusement, c'est le jeu. Et ça, c'est la réalité économique de notre championnat mais ce qu'ils ont aujourd'hui. montré là, le week-end dernier face à Lorient, voilà. Ils ont mis 7-1 quand même, 7-1, à l'extérieur. Après, bon, je trouve que le score il reflète pas forcément la physionomie. C'est du parti en match. cacahuète à la fin. Ce qui est marrant, c'est que Lorient, ils avaient gagné. Vous avez gagné 4, ouais, mais à 9 contre 11. Ouais, à 9 contre 11, mais ils sortaient d'une grosse performance. Contre et là, Rennes, c'est eux ouais. Ils prennent énormément de buts. Ouais. C'est notre bonne vieille Ligue 1. Et ouais, ça s'est décanté vraiment sur la fin de match où ils ont clairement baissé les bras. Les Lorientais. Ils ont abandonné le match. Et voilà, non, c'est. Et un mot sur le PFC ? C'est pas mal ce qu'ils font. Malheureusement, bon, ils avaient commencé ils avaient un petit coup de mou au départ, mais là, la victoire contre Metz. Je crois qu'ils gagnent 3-2. Si je dis pas, 3-2. Il y a Ilan Kebal qui est le meilleur parisien en ce début de saison. Ouais, qui va rejoindre la sélection algérienne. Première sélection, ouais. Effectivement, en plus de ça, je pensais que c'était un jeune. Non, il a 26, 27 ans. Il a déjà 27 ans et ouais, ils ont investi sur Trapp. Trapp, apparemment, qui n'était pas venu pour être numéro 1, mais je pense qu'il va être numéro 1. Je pense que par la force des choses, il va peut-être le. Après, Nkambadio, il est pas mauvais, hein, mais à voir, parce que c'est un espoir, le Nkambadio. Il était aux Jeux Olympiques d'ailleurs avec l'équipe de France. À voir. Mais le PFC, en tout cas, aussi, ont investi beaucoup. Après, Jordan Ikoné. Jordan Ikoné, ils ont acheté Otavio. Ils ont investi de l'argent très rapidement. Au final, à l'époque, j'avais critiqué le choix de Maxime Lopez d'avoir signé au PFC. J'ai pas trop compris le choix sportif. Mais ça lui donne raison pour l'instant, parce que là, il est clairement dans un beau projet qui est en pleine construction et c'est l'un des joueurs phares. Donc, capitaine Maxime Lopez. Bon, moi, je pense pas qu'il faut attendre des folies non plus du PFC, mais c'est toujours intéressant. Il y a aussi Amari Traoré. Le latéral droit qui a signé de la Real Sociedad au Paris FC. C'est un latéral de l'ancien Rennais. Grosse expérience. Il a joué en Espagne aussi, Amari Traoré. International malien. Ouais, grosse expérience. Donc ça va être intéressant. Il a un gros CV. En tout cas, à Rennes, pendant longtemps, il était titulaire. Je crois même qu'il était capitaine. Il était capitaine de Rennes, avant de partir à la Sociedad en 2023. C'est un très très bon coup qu'ils ont fait le PFC, donc affaire à suivre. Faut pas leur attendre trop non plus, mais je pense que ça va gérer le maintien tranquillement. Côté du PFC. Ouais, et pourquoi pas peut-être viser autre chose au fil de la saison. Sait-on jamais. Exactement. Alors, quand je dis autre chose, ça peut être une place dans le top 10. Ou peut-être une petite conférence ligue, on sait jamais. Je pense pas. On sait pas. Mais c'est vrai que compliqué. On va parler. On a fini notre page Ligue 1, Yanis. On va aller un peu en Europe. Là, on va s'exporter un petit peu là. On va parler un peu de ce qui se passe. Du côté du Real, du Barça, du Bayern, de l'Inter, de Liverpool. Un mot déjà sur la première ligue, très 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 rapidement, sur Liverpool qui a battu Arsenal dans un match où c'était la sieste. Ouais, Liverpool de toute façon ils ont investi beaucoup d'argent dans ce mercato et pour l'instant la sauce elle prend plutôt bien. Ils ont acheté Vir, Tiki. Isaac, est-ce que c'est fait? J'ai un doute. Oui, c'est fait. C'est sûr. C'est fait. Okay, donc voilà, en plus ça a pris du temps cette affaire avec Isaac. Non, ils ont investi beaucoup d'argent et ils répondent présent. Liverpool, pour moi, c'est le grand favori de la première ligue cette saison. Ouais. Surtout avec leur début de saison. Arsenal, ils ont fait un mercato très intéressant. Avec Gyökeres, Zubimendi, ils sont bien renforcés. Ah, mais il faut qu'ils jouent au foot là, dans les grosses affiches, c'est pas possible. Et même, maintenant, moi, ce que je trouvais ça dommage à Arsenal l'année dernière, c'est ça manquait de profondeur de banc. Là, ils ont investi sur Eze, il y a Chelsea là, Noni Madueke, il a signé aussi. C'est-à-dire maintenant tu as une concurrence, tu as 5 offensifs de qualité, tu as un milieu de terrain conséquent, tu as pris Zubimendi, tu as l'une des meilleures charnières d'Europe. À un moment donné, let's go, faut jouer au foot, Arteta. Ouais, non, c'est clair, parce que moi dans les grosses affiches, c'est pas possible quoi. Tu peux pas jouer, tu peux pas avoir une approche pareille. En tout cas, c'est concurrent direct pour moi, Liverpool-Arsenal. Moi, c'est les deux équipes que je vois vraiment
au-dessus en Liverpool un peu plus. en première, bien sûr, un peu plus par un peu rapport plus. à la qualité d'effectif, mais Arsenal aura son mot à Ah, dire, bien je pense, évidemment, évidemment, bien évidemment. Le Real Madrid qui fait 3 sur 3. Vinicius buteur, ça va lui faire du bien. Deuxième but pour lui en Liga. Le Real, bon, sans être flamboyant, qui continue d'enquiller les victoires. Non, c'est important, ils sont sur un 3 sur 3, les Madrilènes, si je dis pas de bêtises. Mm. Il y a un peu moins de polémique, c'est ça qui est intéressant, ça leur permet d'un peu plus se concentrer, parce que l'été dernier, tout le temps, on entend les rumeurs, Rodrigo, un coup il est en dépression, un coup il veut plus jouer. Il n'est pas parti, hein. Des problèmes. Non, mais il est pas parti, mais il veut jouer à gauche apparemment, de ce que j'ai compris, et du coup, il veut plus jouer à droite, de ce que j'ai compris. Et pour l'instant, il joue pas à droite, c'est pas lui qu'on met. Non, c'est le mieux parce que ça leur permet de travailler un peu plus en silence, Xabi Alonso. Et il faut laisser le temps que la sauce elle prenne. En tout cas, ils ont les résultats. C'est le Barça qui sont un peu moins, ils ont calé vraiment. Ouais, ils ont calé contre le Rayo Vallecano Ouais, là-bas. C'est jamais simple de jouer là-bas. Hein. Ah, mais quand même, la prestation qui... Ouais, elle est pas dingue. Elle est pas dingue. Et s'ils ont pas leur gardien là, ils perdent le match. Ah, ils auraient pu perdre. Bon, Lamine Yamal, il a provoqué ce penalty Il a transformé, mais il n'a pas été bon. Il n'a pas été. Non, j'ai regardé le match, il n'a pas été bon. Moi, je voulais parler un peu de Rashford là. Pour l'instant, son début de saison, il n'est pas spécialement c'est à la hauteur de ce que les Barcelonais, je pense, attendent. Ouais. Pour l'instant, il a du mal à s'incorporer dans le système de jeu d'Hansi Flick. Pas suffisamment de risques aussi dans le jeu, je trouve. Ouais. Donc, affaire à suivre. Ouais, c'est les points importants là, ces débuts de saison. Donc, bon, après, ça reste un point que tu prends, mais. Peut mieux faire. Exactement. Peut mieux faire. Le Bayern qui enchaîne en Bundesliga. Ouais, pas surprenant. Le Bayern qui a enregistré l'arrivée de Nicolas Jackson en provenance de Chelsea. Bon, ils étaient obligés parce que offensivement, eux aussi, c'est la disette. Hein. Mais ça s'est fait quand là? Parce que justement, c'est j'avais vu hier. qu'ils en voulaient plus, de ce que j'avais compris. Oui, parce que Chelsea, c'est pas le Bayern qui en voulait plus, c'est Chelsea qui a voulu annuler le transfert dû à la blessure de Delap. D'accord. Qui était blessé, donc ils voulaient rappeler Nicolas Jackson. Ils ont tenté de bloquer le voilà. transfert comme ils avaient fait avec Ziyech un peu. Voilà. Et là, ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi, d'accord. Ah, au fait, il s'est passé beaucoup de choses ces dernières heures. Ouais. Nicolas Jackson, donc officiellement au Bayern, donc il sera une solution. Voilà. Ouais, parce qu'en fait, t'as Harry Kane en attaque et c'est tout. Donc ça fera un peu un backup à Harry Kane, sachant que Nicolas Jackson, il peut jouer aussi sur un côté. Genre que sur le côté, t'as perdu beaucoup de joueurs. T'as perdu Sané, t'as perdu Coman. Oui, t'as perdu Sané, t'as perdu Coman. T'as Musiala qui est blessé quasiment toute la saison. Donc il te reste pas grand-chose là. Non, c'est important de rentrer en attaquant, genre offensif. Hein. Donc là, t'as Luis Diaz, Olysée, Gnabry en attaque. En plus d'Harry Kane. C'est important. Donc c'était obligé. Ça manquait un peu de profondeur de banc. Donc ils ont bien fait effectivement de recruter Nicolas Jackson. Un mot sur la Serie A. Rabiot du coup qui signait au Milan AC. Voilà. Ouais. Il y avait déjà des discussions l'année dernière quand il était libre de contrat. Ouais. Il n'avait pas abouti. Il avait fini à Marseille, mais ouais, il s'entend bien avec Allegri. Ils sont côtoyés à la Juventus. Allegri l'utilisait beaucoup, il avait un rôle très important, Rabiot, donc pas surprenant. Il a fait sa saison à Marseille, il a été très performant, ça a été le meilleur joueur de Marseille. Il a été le meilleur joueur de Marseille par les supporters la saison passée. Donc je suis content pour Rabiot parce que, encore une fois, c'est pas pour attaquer Marseille, mais je trouve qu'un joueur de ce standing là, il doit évoluer dans les meilleurs clubs européens, sachant que le Milan, on sait que la saison passée, c'était pas forcément ultra flamboyant, mais ça reste un gros d'Europe, donc je suis content pour Adrien Rabiot. Ça va lui permettre de rester performant dans un gros club européen. Ouais, Rabiot donc au Milan AC, où il retrouvera notamment Luka Modric. Il retrouvera... Ils ont fait qui? Ils ont fait Modric, Nkunku, Christopher Nkunku. Sur la fin du mercato aussi, qui a signé. Exactement. Milan en reconquête, on va dire, pour retrouver la Ligue des Champions, même si pour moi, le favori pour le titre, ça reste Naples. Qui a perdu personne et qui sont renforcés. Ils ont pris Højlund là de Manchester United pour pallier à la blessure de Lukaku. Et t'as un McTominay toujours au niveau, t'as un milieu de terrain solide. De Bruyne, ça fait toujours du bien. Voilà, ils ont pris Noah Lang aussi du PSV.
Voilà, Naples qui fait 6 sur 6 pour le moment, qui est là. Bah, c'est bien parce qu'ils sont pas renforcés, ils sont pas restés sur leur laurier, ils ont fait évoluer l'effectif hein, avec le recrutement, donc je trouve que tu es en progression avec une équipe comme Naples. Moi, il y a juste la Juve, je vais garder un petit œil sur eux parce que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas forcément été ultra performants en Parce Serie qu'ils A. n'ont pas joué les premiers rôles en Serie Voilà, A. c'est Ouais. ça. Et là, avec Tudor, je me dis que ça peut être intéressant. Il y a une continuité par rapport à la saison passée. Tu as le double pivot Locatelli et Kefren Thuram qui est intéressant. Tu as un trio d'attaque aussi qui peut être intéressant avec Conceição, Yildiz et Vlahovic ou David en fonction du choix. Donc, non, c'est intéressant. La Juve, bon, ils sont sur un 2 sur 2 pour l'instant. Ouais, et Vlahovic, 2 matchs de but. Donc En plus, lui aussi, donc, qui est en crise de confiance là depuis son arrivée à la Juve. Là, il est rentré en jeu, il a marqué. Donc c'est bien pour lui. C'était David qui était titulaire en attaque. Avec, comme tu l'as dit, Kenan Yildiz et Conceição. Et t'as du banc, hein, t'as du Nico Gonzalez, t'as du Kostic, t'as du Vlahovic. Et là, t'as l'arrivée d'Openda. Donc ça En va plus. être une nouvelle arme offensive pour Tudor. Donc, Zegrova, il a signé. et il y a Zegrova qui a. J'avais un voilà. doute. Je me suis Donc, dit, ouais, peut-être au dernier moment, il y a eu un changement. Il n'a pas voilà. signé à la Juve, il a signé C'est-à-dire autre part. qu'offensivement, ils ont beaucoup Non, de c'est joueurs. bien, hein. ils ont investi. Ouais. Et c'est ça qu'il faut parce que sur ces dernières saisons, la Juve, c'était très pauvre. C'était très pauvre. Après, moi, c'est juste le milieu de terrain. Bon, t'as pas- Kefren Thuram, Pas fan du Locatelli. double pivot Locatelli que French. Ouais, je pense que tu peux faire mieux. T'aurais pu te renforcer là-dessus. Le retour de Bremer en défense centrale. Ça, c'est important. Ouais, Enfin, c'est un ça va Brésilien. leur faire du bien. Et voilà, donc la Juve qui peut jouer pour le titre hein, avec une équipe comme ça peut jouer le titre, sachant que l'Inter, j'ai l'impression que cette année, ça va être dur. Ouais, c'est vrai. Ils ont perdu contre Udinese. Cette année, ça va être dur pour l'Inter. À suivre, ils ont pris Akanji. Ouais, pour se L'Inter, renforcer. en défense, D'où ouais. le départ de Pavard aussi. Hein. Voilà, exactement. Avant de passer à la bagarre, Yanis, un petit mot très 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 rapide sur l'équipe de France, sur la liste. Alors il y a 2 matchs à venir hein, que je vais vous citer tout de suite. Il y a un match contre l'Ukraine. Qui a lieu vendredi. Un match contre l'Ukraine. Alors là, c'est les qualifs Coupe du Monde. Hein. Donc là, c'est pas des matchs amicaux, c'est pas la Ligue des Nations. Là, ça compte. Hein. Et un match contre l'Islande. Donc un déplacement, enfin en Ukraine, non, ils vont pas se déplacer en Ukraine, mais un match à l'extérieur en Ukraine et un match au Parc des Princes face à l'Islande. Voilà. Qu'est-ce que tu retiens de cette liste ? C'est du Deschamps. C'est du Deschamps. Après, bah, c'est intéressant parce que tu as Kefren Thuram qui fait son retour en bleu, lui qui avait été appelé 1 ou 2 fois, je pense. Quand il était à Nice. Ouais, quand il était à Nice, là c'est intéressant parce qu'au milieu de terrain, on est dans un petit gouffre, je trouve, au niveau de l'équipe de France. C'est un peu vide, donc Ouais. je pense que ça va faire du bien. Carrément, dans la liste des milieux de terrain, ils ont mis Doué. Pour moi, Doué qui est un joueur offensif. Et ils l'ont mis en milieu de terrain. Ils l'ont mis au milieu de terrain dans la liste. Après, tu as la première de Ekitike qui est largement méritée au vu de ce qu'il a montré les saisons passées à Francfort et par rapport à son début de saison à Liverpool. On sait que Deschamps il a une affection particulière pour les joueurs qui jouent dans des gros clubs. Ça me rappelle Olysée. Ça m'avait fait rire parce que... Dès qu'il a signé au Bayern, il a franchi un palier alors qu'il avait fait 0 match avec le Bayern. Ça m'avait vraiment fait rire, ça. T'as pas oublié ça. Hein. Ah ouais, non, il m'a T'as pas choqué. Mais oublié. il a fait 0 match, il a dit il a franchi un palier. Ouais. En fait, lui, le coup de stylo, c'est la Le coup de stylo, c'est le palier. Donc t'as signé au Bayern, t'as passé un palier. Tiki, je pense qu'il aura un rôle important parce que en vérité, bon, en vrai la pointe c'est Mbappé, mais il peut y avoir il peut passer à gauche Mbappé, mais je veux dire depuis le départ de Giroud, on n'a jamais eu un vrai neuf qui s'est imposé. Marcus Thuram, il n'a pas forcément fait l'affaire. Je trouve, en tout cas moi à titre personnel. Ouais, ses performances en équipe de France ne sont pas à la hauteur de ce qu'il montre à l'Inter. Exactement. Mais c'est parce qu'à l'Inter, il joue dans un système qui est complètement différent de aussi. l'équipe de France. C'est vrai. Et on a Kolo Muani. Non, il est pas là. Ouais, non, mais je veux dire Kolo Muani qui, lui, on va dire, il a eu sa chance, il a été intéressant. Mais le problème, je pense que c'est sa situation en club. Oui, c'est ça, il l'a dit Deschamps. Voilà. Ouais. Qui fait qu'il ne s'est jamais réellement imposé. Je me dis que Ekitike, il a une vraie touche à jouer. Il joue à Liverpool. Bon, il aura une concurrence avec Isaac, mais il y a beaucoup de matchs. C'est ça que je me dis. Donc, je me dis qu'Ekitike, c'est intéressant. Après, la première d'Akliouche. À voir. À voir, c'est aussi mérité. Hein. Il est sur la continuité à Cléouche. Bon, l'année dernière, il est je de moins bien. pense que c'est plus une sélection Son arrivée. d'encouragement.
parce que sa deuxième partie de saison, elle est pas dingue. Et là, c'est vraiment c'est histoire de dire, bah, vas-y, on te surveille, on compte sur toi. T'es dans le noyau, on va dire, des 30-40 joueurs que l'on suit. Allez, on te booste avec cette sélection. À toi de montrer ce que tu es capable de faire. Ouais, c'est vrai. C'est plus comme ça, parce que je trouve pas qu'il ait fait un début de saison incroyable. Son match face à Strasbourg, il est important. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais tu vois, il aurait pas été dans la liste, ça aurait pas fait scandale. Non, c'est Tu clair. vois ce que je veux dire? C'est clair. Alors qu'Ekitike, effectivement, il a plus crevé l'écran. Et voilà. Mais il a sa carte à jouer. Il a sa carte à jouer, clairement. Donc ça va être intéressant de regarder tout ça sur des matchs, je le répète, à enjeu. C'est les qualifs pour la Coupe du Monde. Donc c'est pas des matchs cacahuètes. Allez, on va passer au MMA, Yanis, pour terminer l'émission. L'UFC Paris ce samedi. Je te laisse nous en parler. Ouais, l'UFC, c'est sûrement le plus important pour les Français. On a des Français, on a Nassourdine Imavov qui va affronter Caio Borralho. Nassourdine qui est deuxième de la catégorie, Caio qui est dans le top 10. Mais c'est un combat important dans le sens où celui qui gagne aura beaucoup de chances d'affronter le champion en titre qui est Khamzat Chimaev, qui a gagné il y a quelques semaines de ça, durant le mois d'août contre Duplessis. Donc c'est comme une demi-finale pour Nassourdine. Et on a Benoît Saint-Denis, lui aussi, qui affronte un autre Brésilien. Il faut savoir que Benoît Saint-Denis et Nassourdine Imavov sont coachés par le même entraîneur. Rufi, celui qui va affronter Saint-Denis, et Caio Borralho, et ils sont coachés par le même entraîneur. Ouais. Donc on a un peu un France-Brésil qui va s'affronter. Okay. C'est ça qui va être c'est intéressant. fait exprès Non, du tout. Ou c'est du hasard? Du tout, c'est le hasard de la programmation. Au classement de chacun. D'accord. Donc c'est ça qui va être intéressant. Imavov, c'est une demi-finale. Saint-Denis, il joue clairement un combat qui est plus qu'important pour sa carrière, parce que s'il perd, il risque de sortir du top 15 et il serait sur ses 4 derniers combats, il serait sur 3 défaites contre des gros. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il affronte un gros adversaire, il aurait perdu. Donc c'est une confrontation importante. Pour les deux Français, on a Fares Ziam qui a fait forfait malheureusement pour des raisons personnelles. Il a perdu un proche à lui. On a un Belge qui s'appelle Losena Keita, qui était double champion à l'Octagone, qui va affronter Pitbull. Lui qui était champion du Bellator. Ouais. Ça s'appelle Pitbull. Ouais. Ah ouais. Donc c'est une grosse confrontation pour Losena Keita qui a signé à l'Octagone. Généralement, les mecs qui viennent d'une organisation extérieure, on les fait un peu galérer pour avancer dans le classement. Mais comme c'est un nom intéressant, Losena Keita, on lui fait griller les étapes et il affronte directement un top 15 mondial pour le faire monter dans le classement. C'est une grosse opportunité pour lui. Donc voilà pour l'UFC Paris qui va être intéressant. On a Omar Sy aussi comme français qui a perdu contre un top 15 il y a quelques mois de ça et qui revient assez rapidement pour se relancer à l'UFC Paris. Et on va suivre ça de près parce que c'est vraiment un France-Brésil avec deux... Bon, on avait Fares Ziam qui affrontait un Brésilien, bon du coup c'est annulé. Mais on a les deux derniers combats qui sont très très importants. Et voilà, on va suivre ça de près. Ça sera où? À Bercy, à Paris, à partir de 18h30, 19h. Donc à ne pas rater. Et du coup, est-ce que... Tu vas regarder? Non, je pense. Non, je regarderai pas. Non, pas du tout. Mais est-ce qu'il y aura des personnalités qui sont prévues on va dire, dans le carré VIP de l'UFC Paris? Non, c'est différent. L'UFC, c'est pas comme quand Doumbé combat au PFL. Il y aura les superstars de l'UFC. Après, non, il n'y aura pas forcément de personnalités comme Maître Gims, etc. C'est vrai que quand Doumbé combattait au PFL, on avait beaucoup ça parce que c'était assez particulier. Là, c'est plus mondial en fait. Donc, je suis même pas sûr que Gims il sait qu'il y a l'UFC Paris. Alors Doumbé, il avait réussi vraiment à créer, à stopper le pays le temps d'un instant. Je pense que tu as dû regarder Doumbé Maki, non? Non, je n'ai pas regardé, mais j'ai suivi un petit peu. Voilà. Je veux dire que le pays, il était en. Franchement, à l'époque, il y avait un engouement de fou. Le pays, il était en pause pendant le. Tout le monde en parlait. Et bon, là, c'est différent. C'est l'UFC, c'est plus à l'international, c'est moins francophone. Mais c'est sûrement l'UFC le plus important pour les Français parce que là, ils peuvent passer un vrai cap en battant. Parce que ça peut être un tournant pour. Les deux Brésiliens que Nas et Benoît affrontent.
Je les appelle par leur prénom. Ouais, tu les connais, on sait, t'as leur numéro. Ils sont dans une équipe qui s'appelle les Fighting Nerds. Ils ont une très grosse réputation à l'UFC. Ils sont tous en pleine expansion, vraiment en pleine progression. C'est-à-dire, si les deux Français ils venaient à les taper, ce serait mondialement, ce serait une grosse reconnaissance pour le MMA français. En fait. Parce qu'ils ont une grosse hype mondiale. Nos Français ils sont un peu moins connus mondialement. Donc, ce serait vraiment, c'est une belle opportunité en tout cas de poser la France sur la carte dans le MMA. Ouais, bon, en tout cas, tu nous feras un débrief lors de la prochaine émission, Yanis, avec grand plaisir. Merci de m'avoir accompagné, Yanis, pour cette émission. L'intégralité de ce podcast, de cette émission, disponible très vite sur YouTube. D'ailleurs, si vous nous regardez, c'est que vous avez déjà accès à la vidéo YouTube. Et si vous préférez le format podcast, c'est sur Spotify et Deezer que ça se passe. Merci, Yanis. Merci à toi. On se retrouve très vite pour une prochaine émission et le prochain match. Alors, c'est quand le prochain match commenté ? Le 14, c'est United City. United Chelsea. City. United City, t'as raison. United City, le 14 septembre, voilà le prochain match commenté. Et puis le premier match de Ligue des Champions, on l'a dit dans l'émission, on le répète, Real Madrid Olympique de Marseille, mardi 16 septembre à 21h, au Santiago Bernabéu. On sera là pour vous commenter la rentrée de l'OM pour cette Ligue des Champions. Exactement. On vous souhaite une excellente soirée. N'hésitez pas à vous abonner sur nos réseaux sociaux LBSFM, YouTube, Facebook et sur TikTok, le Bisport, Instagram, le Bisport. Passez une excellente soirée. Salut à tous.